Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. 1 heure pour plonger ensemble au cœur de l'actu politique et parlementaire. Avec au sommaire ce soir, le gouvernement en pleine crise politique. Après une première tentative de départ refusée par le chef de l'État hier soir, Gérard Collomb va finalement quitter le gouvernement. Emmanuel Macron attend les propositions du Premier ministre pour le remplacer place Beauvau. Et Ahmed Tazir n'a rien raté de ses rebondissements à l'Assemblée. Ce sera dans Plus belle la politique. Notre grand débat ce soir, quel avenir pour nos entreprises? Trop petites, trop timides, pas assez compétitives. La loi Pacte vise à doper la croissance des PME. Entreprises, pourquoi la France n'est pas l'Allemagne? Nous poserons la question à nos invités. Et puis c'est un catholique engagé, à gauche. Il soutient Emmanuel Macron, il a co-dirigé le témoignage chrétien. Et avec d'autres, il appelle les députés à créer une commission d'enquête sur la pédophilie dans l'Église. L'avocat Jean-Pierre Mignard sera notre invité à la fin de cette émission. Voilà pour le programme. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag CVR. Avec moi sur ce plateau, bienvenue à vous, Roland Lescure. Bonsoir. Vous êtes le président de la Commission des affaires économiques, président La République En Marche et rapporteur de cette loi Pacte dans l'hémicycle. Face à vous, Adrien Quatennens. Bonsoir et bienvenue, député La France Insoumise du Nord. Et à côté de vous, il y a Jean-François Ferrando. Bienvenue à vous. Bonsoir. Vous présidez la Confédération nationale des très petites entreprises et les TPE. Rappelons-le, c'est l'essentiel de notre tissu économique. Ça représente combien d'entreprises dans le pays? C'est 95% de 3,5 millions d'entreprises en France. Oui, donc c'est pratiquement toutes les entreprises du pays. On va débattre de la loi Pacte, on va débattre de notre modèle économique, mais avant cela, on va rejoindre tout de suite, c'est la tradition, Ahmed Tazir. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Myriam. Rien ne va plus en Macronie, je le disais, les adieux de Manuel Valls ont vite été éclipsés à l'Assemblée. Gérard Collomb va s'en aller. Dans la famille, je vais partir, je demande Gérard Collomb, le baron lyonnais, grognard puis grognon de la Macronie. 24 heures après que le président Macron a refusé une première fois sa démission, il maintient sa proposition de partir du ministère de l'Intérieur pour se consacrer au municipal à Lyon. Il l'a dit dans une interview au Figaro, il faut une clarté vis-à-vis de nos concitoyens, une clarté vis-à-vis des Lyonnais. Donc je maintiens ma proposition de démission. L'ambiance, elle, était tendue à l'Assemblée. L'opposition n'en démordait pas. Collomb ne pouvait pas continuer à l'intérieur. C'est un gros cafouillage là, c'est gros cafouillage. Et puis surtout c'est inédit. Jamais un ministre de l'Intérieur, pendant que le Premier ministre est au banc à l'Assemblée nationale, a dit ma proposition de démission est toujours sur la table. Nous, le groupe socialiste et apparenté, nous avons posé cette question-là aujourd'hui même. Le Premier ministre a dit les institutions fonctionnent. Preuve est que quand on a un ministre de l'Intérieur à mi-temps, à tiers-temps ou à je ne sais quoi, les institutions ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Nous voulons un ministre de l'Intérieur à temps plein. Gérard Collomb doit partir, c'est absolument évident. Comment voulez-vous que Gérard Collomb puisse continuer à exercer ses fonctions de ministre de l'Intérieur alors qu'il est en campagne à Lyon? On a l'impression que le ministre de l'Intérieur est allé plus à l'extérieur que vraiment à sa fonction, quoi. Bon, on en devient, non mais ça exprime une crise, on ne sait plus très bien où on en est. Crise, cafouillage, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Emmanuel Macron déclare trouver regrettable que Gérard Collomb se soit mis dans la situation le conduisant à devoir démissionner. Il lui conserve toute son amitié et il recevra rapidement les propositions du Premier ministre en vue de son possible remplacement. Dans la famille, je pars, c'est sûr, je demande Manuel Valls, ex-député, ex-ministre de l'Intérieur, ex-premier ministre. Lui, c'est pas Lyon qu'il veut conquérir, c'est Barcelone. Et écrire une belle page de l'Europe, pourquoi pas? Regardez cette image assez rare pour être soulignée. Standing ovation pour un député, entouré de ses collègues qui se lèvent. La majorité debout pour applaudir l'ancien Premier ministre sur le thème « On vous regrettera ». On vous regrettera. Enfin, c'était pas le cas de tout le monde sur les bancs de l'Assemblée, regardez. Ah, la France insoumise, elle est insoumise, c'est à cela qu'on la reconnaît. Reconnaissance, justement, c'est le mot du jour, reconnaissance de votre part, vous, Manuel Valls. Oui, que le Barcelonais, que le Français, que le Républicain et que l'Européen est reconnaissant aux Français et qu'il ne vous oubliera jamais, jamais. Merci.
Reconnaissance aussi de la part de votre successeur à Matignon. Vous avez, à des moments où la France était menacée, eu des mots qui étaient justes et exprimé une position qui était solide. De cela, je veux le dire, monsieur le député, la France vous sera toujours reconnaissante. On vous a connu, Manuel Valls, souvent énervé, déterminé, voire électrique. Aujourd'hui, c'était un autre homme. Regardez ces images. Les yeux embués. Mais vous pleurez, Seigneur, ça je l'aurais jamais cru. Allez, notre hommage, un clin d'œil pour terminer. Dans la famille, je suis parti pour de bon. Là-haut, tout là-haut. Je demande Charles Aznavour. Le dessin de Marc Large dans Sud-Ouest. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Visiblement, vous y avez tous cru. Bon voyage, Charles. Merci beaucoup, merci Ahmed, avec ce talent que vous avez de nous faire vivre la politique à l'Assemblée. Roland Lescure, on l'entend, Ahmed en plaisante avec son talent, mais quand même quelle pagaille, mais quel désordre, cette image que vous donnez aujourd'hui d'un gouvernement quand même très affaibli. Gérard Collomb va être remplacé, un nouveau remaniement, après le départ de Nicolas Hulot, de Laura Flessel, ça commence à faire beaucoup, non? Alors, d'abord 2 mots sur la situation, si on prend un peu de recul, on a un ministre qui souhaite candidater à la mairie, qui l'annonce au président. Le président lui dit « reste un peu », lui dit finalement « je veux partir », le président dit « ok, on va te remplacer ». Ça, c'est la vraie histoire. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec les médias, avec l'instantanéité des réseaux sociaux, cette histoire se transforme en cafouillage. Mais ces histoires-là, elles ont toujours eu lieu. C'est Gérard Collomb, tout de même, lui-même, qui dit au président, par voie de presse, qu'il veut démissionner. Ça, c'est inédit. J'ai l'impression qu'il avait déjà eu cette conversation avec le président et qu'il a souhaité peut-être le réitérer par voie de presse. Mais je pense que la conversation, elle avait eu lieu, et sans doute plus d'une fois, entre lui et le président. Je ne suis pas dans les conversations, mais je pense qu'elle avait eu lieu. Mais comment le député que vous êtes regarde cette rentrée, et ça participe pas tout de même à consolider l'action gouvernementale? C'est pas la rentrée la plus simple qu'on ait eue, et pourtant on n'en a eu que 2. Donc j'espère que la 3e sera un peu plus simple. Mais au fond, il ne faut pas oublier quand même que pendant les cafouillages que vous mentionnez, l'Assemblée travaille. On a voté aujourd'hui la loi Egalim, qui pour moi est une bonne loi, on ne sera peut-être pas tous d'accord là-dessus. Et on travaille, dès que j'ai terminé cette émission, je retourne dans l'hémicycle pour travailler la loi Pacte. Le président ne semble pas véritablement isolé aujourd'hui. Un de ses piliers, l'un de ses plus fidèles, Gérard Collomb, qui s'en va, qui le quitte. C'est l'impression que j'ai, non. Je pense qu'on l'a vu en déplacement, il était loin d'être isolé, et il revient en France avec la barre bien à bâbord, et je pense que de ce point de vue-là, on est tous ensemble sur la transformation de la France, avec une rentrée pas facile, mais derrière du vrai travail de fond qui se fait. Allez, on va débattre. Une petite réaction tout de même. Adrien Quatennens, ce feuilleton Collomb toute la journée, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais je pense que ce feuilleton doit être reconnecté dans une ambiance générale qui dure depuis maintenant le début de l'été, avec l'affaire Benalla, puis vous l'avez dit, la démission de M. Hulot. C'est une ambiance de fin de règne, alors que ça fait qu'1 an et demi que Emmanuel Macron est au pouvoir. Et ça participe de cette déliquescence qui est plutôt fragilisante pour le pays, y compris quand on parle du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le premier flic de France, dans une situation particulière que l'on connaît. Moi, je pense que la situation était inéluctable, c'est-à-dire qu'il y a un point de non-retour qui est peut-être, j'ai envie de dire, la gueule de bois après l'ivresse de la promesse d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que dans la mesure où vous avez un président de la République qui, sur le fond, est absolument connecté avec ce que faisaient ses prédécesseurs et continue plus durement que ses prédécesseurs la même trajectoire, il ne peut pas obtenir d'autres résultats. Et là où il y a un vrai drame pour Emmanuel Macron, c'est qu'il avait encore un ressort qui consistait à dire « mais nous, on va laver plus blanc que blanc et ça sera la République exemplaire ». Et on voit bien que même là-dessus, ça n'est pas le cas, c'est la République des affaires. Donc on a un point de non-retour qui est atteint. Je pense que la rupture est consommée, que la Macronie trébuche, vous l'avez dit, et d'ailleurs je dis aux Français qui nous écoutent, il va falloir porter un message clair aux prochaines européennes, parce que c'est la première fois que vous pourrez voter. Non mais on ne va pas faire la campagne aux prochaines européennes, parce qu'on voudrait débattre. Je conclue très rapidement pour dire, Emmanuel Macron dit « je vais poursuivre la même politique », alors que l'opinion est en désaveu pour lui. Et il ne voit pas ce qu'il se passe. Moi je suis sûr d'une chose, il entendra le bruit des bulletins de vote aux élections européennes. Donc je dis aux Français de s'en saisir. Vous répondez rapidement. 2 mots, Monsieur Quatennens, il y a 1 an et demi, il nous disait l'élection est illégitime. Aujourd'hui, il dit c'est la... Laissez-moi terminer. On ne va pas débattre de l'actualité politique. De légitimité, évidemment qu'Emmanuel Macron... Roland Lescure. Monsieur Macron est légitime, il a été élu. Non, mais me faites pas dire... Dites pas que j'ai dit illégitime, c'est grave. Vous mettez en cause... Monsieur Mélenchon qui a dit ça. Non, personne n'a jamais parlé de légitimité. Quand on est élu démocratiquement, on est légitime. Oui, allez-y, Roland Lescure. On vous écoute et puis ensuite on débat. Certains d'entre vous parlent de référendum anti-Macron pour les élections européennes. On est dans le déni de démocratie. Donc les élections européennes, elles auront lieu. J'espère qu'elles auront lieu projet contre projet sur l'Europe.
Bien évidemment, voulez, on parlera d'Europe aussi. On aura beaucoup d'autres émissions pour en parler. Ce sera l'occasion de dire qu'ils en ont ras-le-bol. Allez, monsieur Quatennens, juste une petite question, parce que c'est vrai, une autre question. Sur les images qu'on a vues, on a pu être surpris de voir brandir dans l'arène de l'hémicycle, la représentation nationale, ces banderoles bon débarras. C'était le lieu pour le faire? Mais évidemment que c'était le lieu. Je parle de Manuel Valls. Vous savez, quand on parle dans l'hémicycle, on ne s'adresse pas uniquement à l'hémicycle, on s'adresse au pays. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure à mon collègue. Le jour de son départ. Attendez, quand même, quel est le problème avec Manuel Valls? Cela fait plus d'un an et demi qu'il est un député fantoche à l'Assemblée. Allez voir sur nosdéputés.fr, regardez un peu cette personne qui est indemnisée et qui participe dans son comportement du désaveu qu'il y a entre le politique et le citoyen aujourd'hui. Ce qui est indigne, c'est pas le fait d'avoir eu ces banderoles bon débarras, c'est au contraire de voir la Macronie, qui est censée être le nouveau monde, applaudir un personnage comme Manuel Valls, qui a, quoi qu'il ait fait par ailleurs, fait grand mal à notre démocratie. Allez, on va commencer le débat, Roland Lescure, sinon vous n'aurez pas le temps de défendre la loi Pacte. Même que Manuel Valls, moi je pense qu'il a été applaudi essentiellement parce qu'il commet aujourd'hui un acte courageux. Franchement, quitter une situation que j'ai, pour se lancer dans une bataille électorale à 5000 ou à 2000 km de là, je pense que c'est une certaine forme de courage, et de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'on... Et on l'a vu sur les images, une très large majorité des députés se sont levés pour le saluer. On en vient donc à la loi Pacte, avec cette question sur les entreprises. Pourquoi la France n'est pas l'Allemagne, riche de grosses PME florissantes? On va y répondre. Mais d'abord, quelles sont les mesures dans cette loi, dans cette réforme, qui pourraient permettre à nos PME de croître? Les essentiels, ils sont signés Marie Labatte. C'est la pierre angulaire du projet de loi Pacte. Les seuils d'effectifs dans les entreprises. En tout, il existe 199 obligations liées à ces seuils en France. Trop complexes selon le gouvernement, qui souhaite avec l'article 6 ne conserver que 3 niveaux, 11, 50 et 250 salariés. Bruno Le Maire s'est alors heurté à l'opposition qui souhaitait relever le seuil intermédiaire. Vous êtes une entreprise de bâtiments et de travaux publics, vous avez 47 salariés. On vous commande un collège, une école, une crèche. Nous disons à ces entrepreneurs, vous avez 5 ans. Si c'est uniquement pour la durée de votre commande que vous embauchez 3, 4, 5 personnes supplémentaires, franchissez le seuil de 50. Vous ne serez pas soumis aux obligations de ce seuil. Donc c'est une liberté qui leur est donnée, qui est considérable. Le gouvernement espère ainsi générer une économie pour les entreprises de près de 500 millions d'euros. Autre mesure adoptée la semaine dernière, l'assouplissement de l'épargne retraite. L'idée, la rendre plus attirante pour les salariés qui lui préfèrent souvent l'assurance vie. L'épargnant pourra désormais se voir verser l'argent en une fois et non plus sous forme de rente comme auparavant. Les députés ont aussi voté le renforcement du rôle de l'assurance vie dans le but de mieux financer l'économie. Roland Lescure, avant d'en venir aux détails des mesures, épargne salariale, participation, intéressement, la question des seuils, on parle d'une loi fourre-tout. Il y a quand même une philosophie, j'imagine, générale de cette loi Pacte. Quelle est-elle? Est-ce qu'il s'agit, au fond, de doper la croissance de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille dans le pays? C'est plus que ça. Oui, pour partager les fruits de la croissance, il faut qu'il y ait de la croissance. Et derrière Pacte, il y a une philosophie qui vise à libérer et à rendre les entreprises plus prospères, mais aussi les responsabiliser et faire en sorte qu'elles protègent davantage les salariés. Donc il y a vraiment un quadrilatère, liberté, protection, responsabilisation et véritablement créer en France les conditions d'une croissance qui profite à tous. Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui un capitalisme dont il faut reconnaître qu'il va un peu dans le mur. On a des richesses qui ont été créées dans le monde comme jamais auparavant, mais avec des inégalités de revenus et des enjeux d'environnement qui sont totalement insoutenables. Adrien Quatennens, libérer, protéger, responsabiliser. Vous le voyez, ce fil rouge dans ce texte? Non, clairement pas, mais je vais vous dire, en gros, et il faut qu'on soit clair, je pense, M. Lescure et moi, sur ce qui nous sépare. C'est-à-dire qu'en gros, la philosophie de cette loi, c'est de penser que notre économie serait paralysée par des règles trop contraignantes, qu'il s'agirait de lever pour fluidifier l'économie. Je ne pense pas me tromper, c'est à peu près la philosophie. C'est pas juste c'est-à-dire, en gros, on pense que c'est par le bout microéconomique de changement de quelques règles qu'on va relancer l'activité. Moi, je pose un autre diagnostic. Je suis en désaccord avec ce diagnostic. Je pense que le problème est bien plus général que cela. C'est le niveau de l'activité dans notre pays. C'est-à-dire que l'hyperfinanciarisation de notre économie et les taux de rendement qu'exige la finance sur notre économie sont en train de ruiner notre activité. C'est bien le problème. Les carnets de commandes se vident
Et l'activité de nos entreprises n'est donc pas à la hauteur. Et quand on refuse l'investissement public de manière conséquente, quand on refuse d'augmenter véritablement le pouvoir d'achat et donc d'affaiblir la consommation populaire, eh bien on empêche cette relance de l'activité. Relance de l'activité qui, par ailleurs, et ce serait notre souhait, se ferait sur d'autres bases qu'une base qui consiste à dire produisez ce que vous voulez, n'importe comment, on ne s'en soucie pas, du moment que ça coûte pas cher et que vous puissiez le vendre. Nous, vous êtes d'accord avec l'idée simple que l'emploi est créé par les entreprises? Quand on dit que cette loi devrait faire que l'entreprise soit dans les enjeux du XXIe siècle, je me pose la question, pourquoi on ne fait pas la planification écologique? C'est quand même l'enjeu du XXIe siècle. Et M. Hulot nous l'a rappelé. Donc si vous voulez, on a là un agrégat de petites mesurettes qui font d'ailleurs qu'on a du mal à saisir la cohérence globale. Mais pour moi, c'est à côté des enjeux. On ne résoudra pas le problème par des petites modifications de règles qui, par ailleurs, je le précise, on parlera après du détail, mais constituent aussi un certain nombre de reculs sociaux. Parce que quand on dit que les seuils, on a le temps. Clairement, des salariés vont subir une fois de plus. On va y venir au seuil. Monsieur Ferrando, Jean-François Ferrando, on va regarder simplement la taille des entreprises en France. On a un petit panneau pour ça. Il y a des millions de toutes petites entreprises que vous défendez ce soir. Il y a un peu plus de 100 000 PME et très peu de taille intermédiaire, environ 5 000. Est-ce que vous considérez que dans ce texte pacte, de façon assez générale, eh bien, il s'adresse directement à vous, aux très petites entreprises? Alors, en l'occurrence, clairement, non. Aujourd'hui, le projet pacte tel qu'il est présenté, d'ailleurs même les documents officiels qui sont sur le site des ministères orientent très clairement cette loi à destination des grosses PME qui sont susceptibles de devenir des ETI et elles-mêmes devenir à terme des grandes entreprises. ETI, entreprise de taille intermédiaire, 500 salariés. C'est ça, voilà. Donc aujourd'hui, alors j'ai entendu qu'on avait parlé du système des seuils, mais ça va être un vrai sujet pour nous également. On va en parler tout de suite. Mais très clairement, aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans cette loi. Pour nous, la loi PACTE, c'est une loi qui fait fi de la très petite entreprise. Alors, et aujourd'hui, la très petite entreprise, c'est quand même 95% des entreprises de France, c'est 40 à 45% de l'emploi en France, parce que tout concentré uniquement sur des ETI, genre 250 entreprises grands comptes et 5000 ETI qui représentent 23 à 24% des entreprises. On a compris l'argument. Roland Lescure, vous êtes le rapporteur de cette loi. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique de taille tout de même? Il y a deux critiques. Là. La première, c'est qu'il faut faire la planification écologique. Nous, on considère qu'il faut faire la transition écologique. Le rôle de l'État, pour nous, c'est pas de centraliser, de planifier, de verrouiller. C'est effectivement de libérer, d'inciter, d'avoir une logique de protection dans certains secteurs qui en ont besoin. Et pour le reste, de laisser effectivement les acteurs plus responsables. Là où vous avez raison, c'est qu'on a un vrai défi aujourd'hui, qui est qu'on a énormément de petites entreprises ou de très petites entreprises, c'est tant mieux. Mais si vous aviez fait le même tableau en Allemagne que vous nous avez fait là, vous auriez vu qu'en France, on s'arrête à 49. C'est très compliqué d'aller au-delà de 49. Alors expliquez pour ceux qui nous regardent pourquoi passer au seuil de 50, c'est très compliqué et qu'au fond, les entrepreneurs, les patrons sont parfois un peu tétanisés. Ils sont un peu tétanisés parce qu'il y a des enjeux psychologiques qu'il faut pas nier, mais il y a aussi des vraies contraintes liées au passage du seuil à 50 qu'on ne supprime pas en passant. On n'enlève aucune protection sociale aux salariés dans cette loi. Ce qu'on dit dans cette loi, c'est que pour le seuil de 11, pour le seuil de 50, pour le seuil de 250, on va donner 5 ans aux entreprises pour s'adapter, pour passer ces seuils. Et ça, moi, je pense que ça donne de la visibilité aux entreprises. Bruno Le Maire le disait tout à l'heure. Une entreprise qui a un carnet de commandes qui se remplit, il y en a, Monsieur Quatennens, en France, elle a 5 ans pour s'adapter. Et si le contrat lui donne que 2 ou 3 ans, elle revient sous le seuil. Elle n'a pas eu à s'ajouter des contrats. Adrien Quatennens, 5 ans pour s'adapter au passage des seuils, c'est-à-dire à toutes les nouvelles obligations sociales, fiscales qui pèsent sur les employeurs. Au fond, il n'y a qu'un seuil, si je ne dis pas de bêtises, qui est supprimé dans cette loi, c'est le seuil de 20 salariés. Au fond, ça devrait vous rassurer? Non mais entendez s'il vous plaît que souvent l'argumentaire du gouvernement dans cette loi, c'est que la règle par principe, l'obligation par principe serait mauvaise. Mais moi je dis attention, je ne dis pas que toutes les règles soient absolument nécessaires et utiles, mais il y a un certain nombre de règles qui le sont, et notamment certains seuils. Mais globalement, cette idée des seuils, ça veut dire qu'en gros on pense qu'une entreprise aujourd'hui qui aurait des carnets de commandes remplis, dans un contexte économique qui ne serait pas celui qu'on connaît, renoncerait à grandir parce qu'elle devrait quoi? Fournir un règlement intérieur pour ses salariés? Fournir un local déjeuner? Je dis que ça n'est pas sérieux. C'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Voilà ce que je dis. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, le fond du problème, c'est la relance de notre activité, c'est l'investissement public, c'est le partage des richesses pour la relance du pouvoir d'achat. On va se tourner vers le chef d'entreprise. C'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que je crois, y compris, que beaucoup de chefs d'entreprise auraient plus intérêt aujourd'hui pour leur activité, même s'ils raisonnent activité, à regarder du côté de nos propositions qui sont amples comme une respiration, plutôt que vers le projet rabougri de on change déjà, quelque on va partir de cette réforme, mais je vous demanderai vos contre-propositions. Monsieur Ferrando, Jean-François Ferrando, pour les très petites entreprises, est-ce qu'il y a un effet psychologique de contrainte de ces seuils? Alors je voulais déjà rebondir sur la notion environnementale, parce que pour nous, les très petites entreprises, cette contrainte, finalement, quand vous avez, il faut quand même savoir que 85% des TPE ont moins de 5 salariés. Donc on n'est pas des structures qui sont susceptibles de créer des dégâts écologiques ou des dégâts environnementaux, comme on peut peut-être l'entendre là. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément... On va en reparler peut-être un peu plus tard de cette responsabilité écologique. Mais sur les seuils, s'il vous plaît, répondez à ma question. Sur les seuils, mais c'est important, parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les activités des TPE, nous avons déjà les réglementations environnementales qui contraignent les entreprises dans le bâtiment, pour prendre que cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, qui contraignent d'ores et déjà les TPE à rentrer dans cette logique de la notion de bien faire les choses dans les règles environnementales. Donc ça, c'est un premier élément. Les seuils. Maintenant, pour en revenir au seuil, bien évidemment. Donc là, à notre sens, on est dans une démarche très communicante. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on lit le projet de loi tel qu'il nous est présenté, on ne peut qu'adhérer. On se dit, on est dans le choc de simplification finalement. Mais déjà sur le terrain, est-ce qu'il y a un effet psychologique? Est-ce qu'il y a un effet désincitatif à embaucher un de plus? Mais je vais vous répondre. Aujourd'hui, quand on est sur cet effet de seuil, cet effet d'annonce qui est de dire, on passe de 199 à 3 seuils, bien évidemment que présenté de cette manière-là, on est sur de la simplification. Nous, dans les très petites entreprises, on attend ça de la simplification. Sauf que malheureusement, ce n'est que de la communication. Parce que derrière cela... Quoi précisément? Je vais vous l'expliquer. Derrière cela, il n'y a pas la modification du Code du travail. Il n'y a pas de modification du Code de la sécurité sociale. Et le temps que tout ceci se mette en place, il va se passer d'un nombre d'années incalculable. Vous ne faites pas confiance au gouvernement pour appliquer... Alors je vais aller plus loin que ça. C'est la mise en œuvre. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une démarche qui est de dire on ramène les seuils à 3 niveaux. Et puis quand on nous parle, nous, très petites entreprises, sur un autre sujet qui est croisé, et c'est ça qui est important, qui est le PASS, le prélèvement à la source, et que nous avons M. Gérald Darmanin qui nous fait circuler un courrier dans lequel il nous explique que nous pourrons avoir un accès à un service gratuit, parce que c'est des coûts supplémentaires, ce fameux prélèvement à la source, pour nous, et qui va nous le mettre à disposition on sent une très grande anxiété. C'est pas ça, c'est qu'à partir de 20 salariés. C'est-à-dire qu'il nous reparle d'un seuil de 20 salariés, alors qu'en même temps, on nous explique qu'il n'y a plus que 3 seuils. Alors, il y a une défiance, vous l'entendez? Non, mais moi, ce que j'entends, c'est que la défiance des Français et des entrepreneurs français vis-à-vis de la politique, c'est pas sur nosdéputés.fr qui le mesure, c'est sur le terrain. Et moi, ce que je veux en France, c'est que on a tendance à dire le travail s'arrête quand on a voté la loi. Pour moi, sur Pacte, le travail, il va commencer quand on aura voté la loi. Moi, je veux aller dans la Creuse, je veux aller en Corrèze, je veux aller dans le Bas-Rhin pour rencontrer les entrepreneurs, leur expliquer ce qu'on est en train de faire, qui nous redonnent du feedback sur ce que eux perçoivent sur le terrain. C'est une loi qui a été préparée de manière exceptionnelle. Ça fait 1 an qu'on consulte tout le monde. Avec les entreprises. Avec les entreprises, avec les citoyens. Il y a une consultation citoyenne ouverte. On a proposé des mesures qu'on est en train d'adopter, contre lesquelles certains sont opposés, ce que je peux comprendre, mais qui vont, je l'espère, être adoptés, et qui vont ensuite devoir être présentés, d'être vendus, être mis en œuvre. Moi, je porte un amendement dans cette loi. C'est le dernier. Allez-y. Il va passer en vue toutes ces mesures, s'assurer qu'elles sont mises en œuvre, exécutées et qu'elles sont évaluées. Moi, ce que je veux, c'est service après-vente sur le terrain. Un véritable service après-vente sur le terrain de cette loi qui, je pense, est important. Adrien Quatennens, un mot, parce que je voudrais qu'on série les problèmes. C'est très technique. Pensez à ceux qui nous regardent. Sur ces seuils, quelle est votre crainte principale? Mais la crainte sur Ils ont 5 ans, finalement, les entrepreneurs, pour se conformer aux obligations. Ça tient d'abord au diagnostic. Moi, je considère que je comprends la cohérence qui est celle de la majorité dans cette loi Pacte. Je la comprends. Je dis que nous ne réglerons pas les problèmes de l'activité, du niveau de l'activité et de l'emploi dans notre pays avec ce type de mesures. Moi, j'ai des propositions beaucoup plus amples à faire. Mais par exemple, dans cette loi Pacte, nous, on propose aussi plein d'amendements. Vous voyez, par exemple, on se dit, puisqu'on doit avoir une responsabilité des salariés qui soit plus engagés dans l'entreprise, on pourrait par exemple, parce que le modèle allemand est pris souvent à géométrie variable. Vous remarquez que quand il s'agit de faire bouffer à tout le monde de l'hyperflexibilité, on utilise le modèle allemand. Par contre, quand il s'agit de dire combien de salariés on met dans les conseils d'administration, les décisions se prennent, sachez qu'en Allemagne, la moitié de l'effectif des conseils d'administration, ce sont des salariés. Je n'ai pas vu que Bruno Le Maire proposait ça, et nous le proposons. De la même manière, on s'interroge sur la pérennité de l'entreprise liée à l'actionnariat. C'est-à-dire que nous, on fait cette proposition, que l'actionnaire, son droit de vote
au sein de l'entreprise soit fonction de sa durée d'engagement. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier la prédation absolue du capital qui ne se soucie pas de la pérennité de l'entreprise. Vous pouvez vendre des bananes, ce que vous voulez. Il y en a, ils se fichent complètement de savoir ce que fait l'entreprise, ce que font ses salariés. Juste, ils pompent les richesses produites. Nous disons, eh bien, votre droit de vote devrait être fonction de la durée d'engagement dans l'entreprise. Voilà des propositions qui nous paraissent de bon sens. Est-ce que c'est pas simplement du bon sens? Vous pourriez dire oui à ce genre d'amendement de la France insoumise? Parce que c'est amendement refusé. Je peux dire quelques mots? Roland Lescure, allez-y. Donc le capitalisme à l'allemande, c'est pas la panacée. Effectivement, il y a un vrai paritarisme avec des syndicats qui sont représentatifs et beaucoup plus que ceux qu'on a en France. Nous, on double le nombre d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration. Laissez-moi terminer. Des comités d'entreprise bien plus forts que la loi Pénicaud affaiblie, vous le savez. C'est-à-dire que c'est un modèle global qu'il faut regarder. Vous avez quand même un chef d'entreprise qui se plaint du droit du travail. Donc je vous laisse discuter avec lui. Ne dites pas que les chefs d'entreprise se plaignent du droit du travail. Les chefs d'entreprise réfléchissent. On est là pour développer des arguments. Personne ne va rien comprendre. S'il vous plaît. Monsieur Lescure, on n'est pas en train de se plaindre de la loi du travail. On est en train de vous avez mal compris. On est en train aujourd'hui de vous expliquer que la loi Pacte, telle que vous nous la présentez, et en tout cas les 10 points principaux sur lesquels vous êtes en train de nous vendre finalement une belle idée, et finalement, quand on regarde vraiment dans le fond du sujet, c'est comme la liquidation judiciaire. C'est faux de dire qu'on ne peut pas recréer l'entreprise quand on est en cours de liquidation judiciaire. C'est faux. Voilà. Quand vous nous parlez également d'un ensemble d'éléments, quand on reprend la globalité de la loi Pacte, on y trouve la réduction des périodes de solde des commerçants, on va y retrouver le véhicule autonome, on y retrouve tout un tas d'éléments. Par contre, il y a un élément que vous ne nous citez pas à nous, chefs d'entreprise, c'est le fait que c'est nous qui allons le financer à hauteur de 2,3 milliards d'euros, et ça a été annoncé par M. Bruno Le Maire, sur les aides aux entreprises. C'est lui qui nous l'a dit, c'est dans la presse. Financer quoi? J'ai pas compris. En fait, de financer cette loi Pacte qu'il a estimée à 1,1 milliard d'euros la première année, 1,2 milliard d'euros la deuxième année. Il y a beaucoup de choses dans cette loi, et si on mélange tous les sujets, on va bien comprendre. Mais derrière cela, le vrai sujet, c'est la cession des actifs. Donc 3 sujets. D'abord, France-Allemagne. Là où je rejoins M. Catanins, c'est qu'on manque en France de capitalisme de long terme, de capital patient, capable d'accompagner les entreprises dans la durée. Le plus grand actionnaire des entreprises françaises, c'est BlackRock. Il est d'ailleurs très patient. Et si on adopte l'amendement que vous souhaitez qu'on adopte, M. Larry Fink, qui je pense n'est pas le parangon du capitalisme que vous souhaitez, ou même de l'économie que vous souhaitez, vous allez lui doubler ou lui tripler ses droits de vote. Moi, je ne suis pas pour ça. Deuxième point, ce qu'on fait dans cette entreprise, dans cette loi, c'est qu'on généralise l'épargne salariale et qu'on dit aux salariés: vous allez être associé à la gestion des entreprises, vous allez être aussi salarié, associé à ses résultats. Attendez. Laissez-le finir, vous répondrez sur l'épargne salariale juste après. Vous allez devenir actionnaire de votre entreprise, vous allez devenir actionnaire des grandes entreprises françaises, des petites, parce qu'on manque cruellement de capital dans les TPE et dans les PME en France, et ça, c'est présent en Allemagne et ce n'est pas présent chez nous. Maintenant, pour ce qui est du coût de la loi Pacte, ça a été dit, ça va coûter 600 millions d'euros, un peu plus de 500. Ça va être financé sur le budget général. Et par ailleurs, en parallèle à la loi Pacte, il y a 400 millions de baisse des taxes affectées sur les chambres de commerce et d'industrie qui vont se traduire par autant de coûts en moins pour les entreprises. C'est des taxes qui sont payées par les entreprises. Très bien, vous êtes rassurant sur le coup. Adrien Quatennens, il y a le mot épargne salariale qui a été prononcé. C'est intéressant parce que ça nous permet un petit peu d'avancer. Je voudrais qu'on parle aussi de l'intéressement et de la participation. Sur ces volets-là, au fond, le salarié revient un peu au cœur des fruits de l'entreprise. Qu'est-ce qui ne vous va pas avec ces mesures? Alors d'abord, c'est des mesures qui permettent finalement de contourner ce qui nous semble utile de faire, y compris pour le problème à la source. Je vous parlais tout à l'heure de l'activité dans ce pays. Et l'activité dans ce pays, elle ne se relancera que si la consommation populaire va se relancer. Alors aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français est en berne. Ce que va permettre le développement de l'épargne salariale, quelque part, c'est accroître la financiarisation de l'économie que je viens de dénoncer à l'instant. Ce sont des produits financiers dans lesquels on va investir, mais qui plus est, c'est un moyen, non seulement c'est une niche sociale, parce que vous savez que ces produits d'épargne sont une niche sociale, dans la mesure où il n'y a pas de cotisation sociale. Donc quel sera l'effet pervers à part la financiarisation? La sécurité sociale va du coup en pâtir, mais surtout, ça permet d'éviter ce qui nous semble être le vrai problème aujourd'hui, qui est la question de l'augmentation des salaires. Et sur ce point juste, et peut-être qu'on parlera de l'écart des salaires après, mais quand Bruno Le Maire nous dit, et il a des mots forts d'ailleurs, dans lesquels moi je m'inscris, quand il dit ce sont les écarts de salaire exorbitants, c'est Bruno Le Maire qui le dit, qui tue la cohésion de notre nation et de l'entreprise. Ce sont des termes forts, je pourrais les faire miens. Le problème, c'est que Bruno Le Maire
spé de mots en croyant que la transparence va suffire. On va laisser Disons, la transparence ne suffira pas. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets. On propose de limiter l'écart des salaires. Roland Lescure, déjà, vous répondez parce qu'on l'entend beaucoup dans l'hémicycle, sur les bancs de la gauche, France Insoumise, mais aussi socialiste. Attention, les salaires ne vont plus augmenter. Ça va se faire stagner les salaires, toutes ces mesures sur participation et intéressement. Vrai ou faux? C'est une bonne question. Le passé montre que ce n'est pas le cas, mais il faut surveiller ça. Moi, je pense qu'on peut avoir l'un et l'autre. Ce sont deux outils de rémunération différents, complémentaires, l'un qui est plus à long terme, l'autre qui est plus à court terme. On va l'évaluer. Dans mon fameux amendement, je souhaite qu'on puisse évaluer l'impact de ces mesures sur les hausses de salaire en France, dans les entreprises qui font de la participation et celles qui ne le font pas. Cela étant dit, il ne faut pas oublier qu'on manque cruellement de capital action en France et que moi je préfère que ce soit les salariés français qui financent l'économie, financent nos PME plutôt que la RIFING. Allez, on va parler s'il vous plaît, c'est moi qui commande, on va parler de la transparence. Vous en avez parlé un instant, Adrien Quatennens. Il y a un député La République En Marche, Mathieu Orphelin, qui veut faire la transparence sur les salaires. Dis-moi combien tu gagnes, je te dirai si c'est plus ou si c'est moins. Alors on n'en est pas là, on l'écoute et puis on en débat après, la transparence sur les salaires dans l'entreprise. L'idée de départ, c'est qu'on puisse afficher dans les entreprises les écarts de salaire entre notamment ceux qui gagnent le plus et le salaire moyen et le salaire médian. On a aujourd'hui des écarts de salaire, on a des PDG qui gagnent 200 fois le salaire médian de leur entreprise. C'est juste dément. Et donc effectivement, tous ces excès-là, ils sont nuisibles pour notre économie, pour l'entreprise, pour la répartition des richesses au sein de l'entreprise. Ça favorise aussi une croissance qui ne profite qu'aux plus aisés. Et donc tout ça, c'est des excès qu'il faut réguler et montrer la réalité des écarts de salaire dans ces grandes entreprises. C'est un premier pas pour réguler tout ça. Adrien Quatennens, vous entendez Mathieu Orphelin, choqué comme vous par les écarts de salaire dans les entreprises, un pas vers la transparence. Est-ce que c'est déjà ça? Mais c'est toujours déjà ça, mais c'est pas suffisant. Juste avant de vous répondre, je voudrais juste donner un chiffre, parce que vous dites que cette loi est technique et qu'il faut donner à voir des choses précises. En 20 ans, les dividendes en France ont augmenté de plus 200%. D'accord? Sur la même période, parce qu'on parlait de salaire, le salaire moyen a augmenté de 14,5%. En 1980, un salarié français travaillait en moyenne 9 jours par an pour financer et rémunérer les actionnaires. Aujourd'hui, c'est 40 jours. Preuve, s'il en fallait une, alors que la productivité a fait un bond dans la même période, de cette prédation du capital sur le travail. Je m'arrête là sur cette question-là, sur l'écart des salaires. Aujourd'hui, dans le CAC 40, l'écart moyen, il est de 1 à 257. Moi, je fais une proposition qui est la limitation de l'écart des salaires de 1 à 20. Ça ne veut pas dire que je souhaite confisquer au patron sa rémunération. Ce n'est pas confiscatoire, l'écart des salaires de 1 à 20. Parce que si le très haut dirigeant, qui aujourd'hui nous coûte très cher, et je pense que nous avons, pas les patrons, certains patrons qui sont au-dessus de nos moyens et nous coûtent très cher, souhaitent maintenir l'écart de 1 à 20, il peut maintenir son niveau de salaire, mais il augmente tous les autres, ce qui participe de la relance de l'activité. Vous voyez, je crois que les parachutes dorés ont fait la démonstration que la transparence ne suffit pas à limiter l'écart. Jean-François Ferrando là-dessus, puis Roland Lescure. Monsieur Quatennens, en fait, vous parlez des grands patrons. Évidemment. Et évidemment que ce ne sont, à notre sens, à nous, ce ne sont pas des patrons, ce sont des dirigeants salariés cadres supérieurs qui sont embauchés pour mener et piloter les grandes entreprises. Les patrons, c'est nous. Les patrons, c'est nous. C'est nous, les très petites entreprises, qui mettons l'argent dans nos sociétés, qui les faisons grandir, qui allons en faire notre première embauche avec toutes les difficultés et les risques que cela comporte, et j'en suis très heureux, mais tous les risques que cela comporte. Et derrière cela, et je vais revenir sur la notion de la possibilité de mettre en place des plans d'épargne et des plans... Mais vous ne gagnez pas 257 fois ce que gagnent vos salariés. Oui, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de vouloir tout mélanger. C'est-à-dire que les patrons, tels que vous les présentez... Non, justement, je viens de dire, il n'y a pas les patrons. Donc très bien. Il y a les TPE, les PME, c'est très bien, on est d'accord au moins sur ce point-là. Pas de caricature sur ce plateau. Voilà. Allez-y, terminez. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la distribution, finalement, de la richesse dans le monde de l'entreprise. Les 3/4 des TPE aujourd'hui ne sont pas en termes de distribution de dividendes. On est déjà dans la problématique de devoir et de pouvoir payer nos salariés parce que nous sommes des très petites entreprises et que notre trésorerie à nous, elle est dans des situations souvent compliquées parce qu'il suffit qu'on ait un de nos clients qui peut-être lui-même va déposer le bilan, ne nous paye pas une facture et on se retrouve dans une situation assez vite compliquée. Donc ça, c'est aussi... Vos clients, souvent, sont les grosses entreprises. Alors, et là, c'est un autre débat. Mais en tout cas, et c'est pas toujours le cas en l'occurrence, mais globalement, c'est pas toujours le cas. Derrière ça,
ce qui nous importe. Et d'ailleurs, il y a même certains patrons de TPE, il faut quand même le rappeler, qui payent leurs salariés sans être payés eux-mêmes. On en est là aujourd'hui dans le monde de la TPE. Roland Lescure, il y a plusieurs sujets à nouveau. Si vous me permettez, je vous laisse la parole, excusez-moi, vous êtes là pour ça. Je sais que le temps est compté. Et aujourd'hui, quand on nous explique que ces patrons de TPE, quand ils viennent être liquidés, c'est ça le vrai sujet, aujourd'hui, de la possibilité de rebondir. Mais vous savez ce que c'est que les 3D dans le monde de la liquidation d'entreprise? Vous allez nous le dire. Eh ben, c'est un chef d'entreprise qui est caution personnelle de tout ce qui se passe dans son entreprise, son crédit, son découvert de la société au moment où il liquide, et il est sur ses deniers personnels engagé financièrement. Qu'est-ce qui se passe derrière? Les fameux 3D, en cas de faillite. La dette qui le poursuit, la dépression et potentiellement le divorce. Ouais. Roland Lescure. Très important. Bon, les dividendes, je ne vais pas en parler trop longtemps, c'est un vrai sujet qu'on a entre nous, mais imaginez que les dividendes tombent dans la poche de méchants gripsous avec des grands chapeaux de cigares. C'est pas ça. Les dividendes, pour la plupart, ils sont réinvestis dans l'économie, M. Caténins. Bien sûr que si. C'est pas dans l'économie réelle, vous le savez. Dans l'économie réelle, le capital des entreprises... Non, mais il y a des choses qui sautent sous les yeux, quoi. J'essaye d'être honnête tous les jours, et je suis sûr que vous aussi. Bien sûr. Maintenant, alors justement, les questions que vous posez sont essentielles. Essentielles. Sur la trésorerie, on a mis en place un amendement très important qui fait que les grandes entreprises qui souvent payent leurs fournisseurs avec des lance-pierres vont être non seulement condamnées par le juge comme c'est le cas aujourd'hui, mais vont avoir leur nom publié. Et là, c'est de la transparence. Et nous, on pense que ça peut avoir de l'impact. Quel seuil? Dans les grands journaux. Ça prend une décision de justice. Qu'est-ce que ça fait d'être publié dans les grands journaux, M. Lescure? Enfin, chaque année, on a le palmarès des plus grandes rémunérations. Est-ce que le name and shame des petites entreprises, le name and shame. Deuxième amendement très important qui a, je pense, été insuffisamment commenté, vous parliez de divorce, qui concerne directement les chefs d'entreprise des petites entreprises. C'est la reconnaissance, enfin portée par l'UDP, et Alain Griset que vous connaissez bien, du conjoint collaborateur. Ça, c'est pas une mesure pour les grandes, les moyennes ou les ETI, c'est une mesure pour vous. Alors précisément, ce sont ces femmes qui ont travaillé souvent pour leur mari artisan pendant une vie. Il y a eu un divorce ou un décès, elles n'avaient pas de statut, vous leur en avez donné un, et ça a été voté à l'unanimité avec beaucoup d'émotion. On l'a dit ici, on l'a vu dans cette émission. Je voudrais juste vous demander sur la transparence sur les salaires. Finalement, si l'amendement est adopté, on peut voir le panneau. Vous allez publier le salaire médian et le salaire moyen. Et le salaire des plus hauts dirigeants. Et le salaire des plus hauts dirigeants. Est-ce que ça suffit? M. Caténins portait un amendement supplémentaire qui était pour Regardez, on découvre à l'antenne les salaires médians en France, le salaire moyen. Ça, c'est en France. Oui, mais est-ce que ça suffit? Alors ça, ce tableau, il est très intéressant parce qu'on voit la différence qui a été notée par notamment Mathieu Orphelin entre la moyenne et la médiane. Donc c'est important de regarder les deux. Parce que la moyenne est souvent tirée vers le haut, vers les grosses rémunérations. C'est déjà pas mal. Franchement, on en fera plus que dans beaucoup de pays, on en fera plus qu'on n'en a jamais fait en France. Et la vraie question, les écarts de rémunération, c'est quoi? C'est est-ce que quelques hauts dirigeants sont rémunérés de manière extrêmement favorable par rapport à la majeure partie des salariés. Ça, c'est la définition statistique de la médiane. Et ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, je suis d'accord avec vous. Pour une fois, vous êtes d'accord. On va rester là sur ce sujet-là. Et c'est pas juste le fait d'avoir un titre ou un fauteuil qui doit vous rémunérer. Et ça, je vous rejoins. On vous a entendu. Totalement. Il nous reste malheureusement quelques minutes pour évoquer un sujet que vous avez commencé à évoquer. Je veux parler de la responsabilité environnementale et sociale, nouvelle responsabilité pour l'entreprise, pour le chef d'entreprise, puisque le Code civil va être réécrit. On est allé dans une menuiserie du Maine-et-Loire. Regardez ce reportage d'Osman Vanderwey et Sophia Dolé. Alexis Keller a repris cette entreprise de menuiserie il y a 16 ans. Rapidement, la société s'agrandit, elle passe de 20 salariés à 40, mais l'entrepreneur stoppe son expansion en raison du seuil de 50 salariés. Je n'ai à aucun moment souhaité passer ce seuil-là. Pourquoi? Pour diverses raisons. La création, la mise en place d'un CHSCT, donc beaucoup plus de contraintes dans le fonctionnement de l'entreprise. Une idée, je dis bien une idée, c'est-à-dire que pour moi c'était vraiment une barrière psychologique. Avec la loi Pacte, les chefs d'entreprise ont aujourd'hui 5 années consécutives avant de se conformer à toutes ces contraintes. Un aménagement qui permet à Alexis Keller de voir plus grand. On va développer sur la menuiserie extérieure. On va développer sur la fabrication de moules et de coffrage bois. On est capable, je pense, effectivement, de prévoir à moyen terme 10 à 15 postes nouveaux, oui. Mais il y a un point sur lequel il n'a pas attendu la loi Pacte, la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Avec ses collaborateurs, depuis 1 an, il aide à titre gracieux une association. Objectif, créer un piège à frelons asiatiques. C'est profitable aux enfants comme aux gens de métier, comme aux entreprises.
Et je pense que les élus ont commencé à comprendre le pourquoi de ces liens qui peuvent se créer, des liens sociaux. Créer du lien social, c'est l'un des axes de la loi Pacte. D'un côté, les 29 jeunes de la structure ont pu se professionnaliser au contact des salariés. Les collaborateurs, eux, ont pu donner du sens à leur métier grâce à ce projet. On en est très fiers. Je pense que c'est tout un travail d'équipe. Dire je, j'ai du mal à dire je. C'est nous tous ensemble, de la base du produit jusqu'à la finalité. D'autres projets sont à venir entre l'association et l'entreprise. Quant au piège à frelons asiatiques, il pourrait être prochainement commercialisé. Roland Lescure, changement culturel dans l'entreprise, donner du sens, mais en quoi le législateur peut jouer là-dessus? On a l'impression qu'on est dans l'incantation. Non, on n'est pas dans l'incantation. On est en train de protéger des entreprises qui sont déjà en train de changer de monde et on veut les accompagner et on veut inciter d'autres à en faire. On n'obligera personne, mais je pense qu'en créant un cadre juridique, on va protéger ceux qui souhaitent le faire et ceux qui souhaitent rejoindre le mouvement. Adrien Quatennens, changement culturel ou changement cosmétique, cette responsabilité nouvelle? Je pense, malheureusement, je le regrette, qu'on est dans le cosmétique. C'est-à-dire que je pense que l'urgence écologique, le défi climatique, ne permet pas d'attendre que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières. Et c'est pourquoi quand je parle de planification, c'est un mot qui fait peur, mais en fait tout le monde planifie. Une entreprise qui fait du benchmarking à 3 mois, elle planifie. C'est en gros se donner des objectifs et voir comment on y répond. Et ça me paraît être une urgence absolue qui permet par ailleurs de relancer l'activité du pays sur d'autres bases que l'offre comme on a aujourd'hui. Allez, le mot de la fin, quelques secondes. Alors pour nous, c'est le chef d'entreprise. Non mais c'est très bien que ce soit facultatif. C'est-à-dire que ceux qui veulent rentrer dans cette logique et dans cette politique puissent le faire, c'est très bien. Il n'en demeure pas moins que ça reste une inquiétude pour les patrons de TPE, parce que nous sommes déjà quasiment responsables de tout, pénalement de quasiment tout, aussi en termes de responsabilité dans les très petites entreprises. Nous obliger à prêter le flanc à des procédures lambda qui pourraient être mises contre nous. Pas convaincu. Voilà, on est d'accord. Merci à tous les trois d'être venus nous décrypter cette loi Pacte, ô combien technique, mais si concernante pour les entreprises en France.